12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et bienvenue à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous accueillir tous les jours. L'équipe des Midis de Culture constitue d'abord une table critique. Nous choisissons 2 chroniqueurs ou chroniqueuses pour débattre avec nous de 2 objets culturels. Et ce midi, nous parlons littérature avec 2 romans de la rentrée signés par les autrices Maria Pourchet et Chloé Delhomme. Et on en parle avec Élise Lépine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste littéraire au Point et avec vous Antoine Léris. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste, auteur et rédacteur en chef du trimestriel Respect. Bienvenue à tous les 2 dans les Midis de Culture. Et nous feuilletons d'abord Pauvre folle de Chloé Delhomme aux éditions du Seuil. La fin du monde n'a pas du tout la forme prévue. Derrière la vitre embuée, Clotilde observe la neige couvrir avril. Le train qui l'emporte traverse autant de forêts mortes que de prés empoissés par des ruisseaux boueux. Elle regarde le décor se déliter lentement. L'époque s'appelle trop tard. Chacun est au courant. Alors elle se demande comment font toutes ces bouches pour prononcer encore sérieusement le mot avenir. C'est donc la fin du monde et avec ces premières lignes, nous sommes projetés à bord d'un train en compagnie de Clotilde Mélis, le personnage principal de Pauvre folle de Chloé Delhomme, qui est une écrivaine bipolaire et qui fait donc le point dans ce roman sur sa vie. Elle remonte jusqu'aux blessures de l'enfance, le féminicide parental, les pulsions suicidaires et puis questionne aussi sa rencontre avec un homme, Guillaume, homosexuel en couple, avec qui elle entretient une relation toxique. Est-ce que ce voyage a pris, est-ce que vous êtes montée, chère Élise Lépine, à bord de ce train avec Clotilde pour son dernier voyage? Moi, c'est un texte que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment du pétrole pour le cerveau, pour l'intelligence. J'ai adoré l'idée de ce voyage en train qui nous embarque et qui constitue un peu la capsule dans laquelle on voyage au cours de tout le livre. Et puis cette idée brillante du cerveau qui se répand sur la tablette devant l'autrice. Elle sort des petits morceaux, elle en décrit la texture, le parfum. Enfin, ce sont des méninges, hein, c'est très organique. Et puis elle regarde chaque souvenir, elle le décortique pour nous et on plonge en fait dans le parcours d'une femme. Donc elle raconte, comme vous l'avez dit, son traumatisme originelle. Elle raconte comment ça a infusé toute sa vie, ça a modifié ses décisions et ça a percuté son tempérament et ses choix. Et en même temps, elle interroge aussi, et je trouve que là c'est absolument brillant, la société dans laquelle évolue cette femme. Et c'est un texte que j'ai trouvé à la fois très poussé, très abouti en termes littéraires et en même temps très pédagogique sur ce que c'est que le féminisme aujourd'hui. On va parler du thème et du style. Antoine Léris, vous montez à bord du train vous aussi? Bien sûr, aller et retour, et même j'y retourne s'il faut, il n'y a aucun problème. Justement, la lecture se terminait par le mot, comment est-ce que tout le monde arrive encore à prononcer ce mot avenir, donc qui commence par un A, et elle aurait tout aussi bien pu écrire comment est-ce qu'on arrive encore à prononcer le mot amour, puisque c'est exactement ça l'objet de ce voyage. Elle part pas n'importe où, elle part à Heidelberg, qui est la ville allemande du romantisme, au cœur duquel il y a un magnifique château sublime du XIIIe siècle. Et si vous avez regardé les photos, moi je suis allé voir sur Internet, je n'étais jamais allé à Heidelberg avant. Ce château, il est assez particulier puisqu'en fait les façades sont pratiquement intactes, mais derrière ce sont des ruines. Et là, ce que je trouve assez génial, effectivement, dans la dimension pédagogique, c'est de nous montrer qu'elle va à un endroit, l'amour, dont il n'existe plus qu'une forme de façade. Et elle, ce qu'elle va regarder, c'est quels sont les débris qui existent dans ses souvenirs, notamment de cet amour auquel finalement, au départ, en tout cas, elle ne croit plus, elle ne veut plus croire. Elle fait une espèce d'autopsie effectivement de cet amour et une autopsie de sa psyché, de ses sentiments, mais en même temps, en faisant ça, il y a une espèce d'ensorcellement dans le texte qu'elle fait sur ce corps mort qu'elle réveille. En fait, elle lui insuffle une espèce de vie et elle se prouve à elle-même et elle nous prouve aussi que finalement l'amour existe, qu'il existe mal, qu'il est malade, mais qu'il n'est pas finalement tout à fait malade. Alors ça, c'est vraiment la question. Pourquoi vous avez ri, Antoine Léris? Non, parce que justement, je me suis demandé, c'est-à-dire, moi, ce que je vois, c'est donc effectivement, c'est une chirurgienne, parce qu'il faut dire à nos auditeurs que ce qui est assez génial, c'est que donc, elle s'ouvre elle-même le cerveau pendant ce voyage en train pour en extraire des souvenirs qu'elle va coudre ensemble pour faire le puzzle de sa vie. Et dans ce puzzle, la dernière pièce, celle qui manque, c'est la pièce qui concerne l'amour. Puisqu'elle a choisi, par conviction, elle le dit à un moment, elle fait le choix de refuser l'amour. C'est-à-dire, elle va
arrêter les relations amoureuses, elle va se concentrer sur la sororité, sur les amitiés, en excluant ça. Sauf qu'évidemment, et elle le dit à un moment, il n'y aurait pas de livre si un jour l'amour lui était pas tombé dessus. Et cet amour-là, malgré elle, elle va y croire. Est-ce qu'elle va y croire jusqu'au bout? Ça, c'est ce que les lecteurs vont découvrir. Cet amour, c'est donc cette rencontre avec l'autre personnage de ce roman, c'est Guillaume. Elle le rencontre à 40 ans, à la Villiers Médicis, où elle est en résidence. C'est un réalisateur et on se rend compte que c'est un amour impossible, Élise Lépine. Et pourtant, c'est un amour qui est là, qui existe et qui va la faire s'interroger. C'est un amour obstiné pour un homme qui, par essence, ne veut pas d'elle ou ne peut pas être avec elle puisque lui est homosexuel. Il est en couple avec un homme, mais elle va s'y accrocher. Et je trouve que la scène de leur rencontre à la Villa Médicis est absolument magnifique, puisque là, elle apporte tout cet onirisme que j'ai adoré dans le texte, la dimension du conte, en fait. On est vraiment dans cette Villa Médicis, elle est précaire, elle vit elle a ses Vélux qui fuient, etc. Elle prend l'eau, elle est à découvert, elle a une carte, elle est interdit, fichée à la Banque de France, etc. Et puis là, elle se retrouve dans cet univers merveilleux à la Villa Médicis, avec d'autres romanciers, romancières, artistes, et elle crée une espèce de cercle de cartomancie, enfin, et chacun prend un nom de personnage et ils se racontent leur quotidien. Elle a une parenthèse enchantée et au cœur de cette parenthèse enchantée, elle a cet amour qui la frappe au cœur et qui va devenir une espèce de maladie, d'obsession, ça va la rendre folle, quoi. Qui la rend folle et qui est en même temps d'une profonde beauté et à laquelle elle s'accroche pour faire vivre ce rêve après le retour en France. Et malheureusement, est-ce qu'on peut faire vivre un rêve une fois qu'on s'est réveillé ? Oui. Alors on peut puisqu'il y a un endroit qu'ils arrivent à déterminer ensemble et c'est ça que je trouve qui est magnifique parce que faut bien dire que cet amour il est impossible. Oui, parce que Guillaume, donc celui dont elle tombe amoureux, est homosexuel, mais parce que elle a choisi de ne plus aimer. Je pense que c'est très important de le dire parce que alors il faut raconter pourquoi elle a choisi de ne plus aimer. Elle a choisi parce que elle ne supporte plus le patriarcat et parce qu'elle raconte tout ce qui dans son enfance fait qu'aimer un homme est insupportable. Elle le dit page 60 pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le patriarcat, une définition très claire. Elle dit ce qu'elle détestait, ce n'était pas le couillidé par essence, c'est ce qui le constituait socialement et culturellement. Ce qu'elle méprisait, c'était son orgiaque brutalité à s'emparer de tout ce qu'il trouve. Et c'est pour ça qu'elle ne peut plus aimer les hommes, sauf à cet endroit qu'est l'écriture. Puisqu'il y a un espace qu'elle raconte elle-même comme étant une clairière où elle et lui, les mots sont attachés, se rencontrent. Et cet endroit, c'est ce dialogue par message interposé et qui est cet endroit où leur amour est non seulement possible, mais il est merveilleux, magnifique, un amour comme on a tous envie d'en vivre, comme on aurait tous envie d'en vivre, mais qui effectivement, en dehors de cet espace littéraire, se délite littéralement. Mais est-ce que c'est pas un livre qui frappe plus par sa recherche formelle que par les thèmes qu'il aborde, parce que la question de l'amour face au patriarcat, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs textes dans cette rentrée, et même depuis un certain nombre de rentrées. Est-ce que voilà, Chloé Delhomme, elle a cette force au niveau formel plus qu'au niveau du fond, on pourrait dire? Alors moi, je dirais l'inverse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de textes de la rentrée qui vont analyser ce qu'est l'amour face au patriarcat. On en a un qui arrive juste après dans cette émission, qui vont le regarder de l'extérieur. Elle a le courage de s'annoncer et de dire ce qu'elle vit intimement. C'est ce qui est extraordinaire avec Chloé Delhomme, ce principe de l'autofiction qui fait que, quel que soit le thème qu'elle va aborder, on la retrouve elle et on creuse sa personnalité de plus en plus profondément. Et donc non, je trouve ça, moi, suppose de la au suivre contraire, quand même, ça veut dire. Ça suppose quand même de suivre Chloé Delhomme à travers différents Alors là textes. où elle est sympa, c'est qu'elle nous fait un petit rappel, puisqu'elle s'extrait les souvenirs de sa mémoire et donc elle nous raconte son enfant. Ouais. Voilà, exactement. Si vous avez raté les épisodes précédents. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait ce côté performance du texte. On est vraiment dans une performance littéraire avec c'est drôle. Dès qu'elle raconte quelque chose de terrible qui pourrait vraiment nous faire plonger dans une émotion brute et presque insoutenable, en fait, elle l'efface avec, soit parce qu'elle est drôle, soit parce qu'elle a des façons d'écrire qui nous embarquent. Il y a des moments il y a des phrases qui sont vraiment des alexandrins. Moi, je les ai lues à haute voix et je me suis dit, mais en fait, il y a 12 pieds, là, elle est vraiment en train de nous faire un poème en prose. C'est magnifique, mais tout ça sont des choses qui peuvent nous éloigner de l'émotion. Et l'émotion, pour moi, n'a pas vraiment pris au cours de la lecture. J'ai été trop happée par ce voyage en train et tous ces stratagèmes littéraires qui l'accompagnaient, mais ce texte fonctionne un peu comme un sortilège ou comme un sort, c'est-à-dire qu'il continue d'avoir un effet sur nous après la lecture. Et c'est une fois que j'ai refermé le livre, moi, que j'ai pu le faire sédimenter à l'intérieur de mon cœur et de mes émotions. J'y ai pensé le week-end, j'y ai pensé la nuit, j'en ai un petit peu rêvé. Et en fait, c'est là qu'elle réussit son sortilège. C'est-à-dire qu'elle frappe au cœur, après avoir frappé au cerveau,
et après la lecture du livre. En fait, c'est ça qui est merveilleux d'ailleurs chez Chloé Delhomme. Elle le dit dans le texte, à un moment donné, elle le dit. Moi-même, je me souviens plus des livres que j'ai écrits une fois que je les ai terminés. C'est-à-dire, ils disparaissent immédiatement. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. Ça disparaît. Sauf que réapparaît petit à petit Chloé Delhomme elle-même, ce personnage, et du coup l'histoire remonte, et effectivement cette histoire reste très longtemps, et moi aussi elle m'a habité plusieurs jours après la lecture. Et parce qu'il y a quand même des souvenirs qui sont très forts, qui sont racontés, décrits, notamment la mort du père et de sa mère, oui. Alors donc son père ayant assassiné sa mère, puis s'est suicidé ensuite. Après l'avoir braqué avec le fusil. Après l'avoir épargné. Donc la petite fille Clotilde a vu tout ça. Et elle le raconte, elle s'en souvient dans ce train. Oui. Là, il n'y a pas d'émotion. À ce moment-là, vous restez chirurgical. Moi, j'ai vécu de l'émotion de bout en bout. Parce que je trouve qu'il y a une sincérité chez elle que j'ai trouvée merveilleuse, une forme aussi de cette sincérité vraiment sans jamais se cacher, y compris sans jamais cacher son trouble par rapport à elle-même, c'est-à-dire les moments où même son intelligence la domine et où elle va se demander est-ce que ses choix sont judicieux, est-ce qu'elle pourrait pas aussi se laisser vivre des émotions, et je trouve que cette discussion intérieure avec elle-même, moi, m'a donné beaucoup d'émotions. Hein. Ça, je suis pas du tout resté en dehors du texte. Alors moi, je suis pas restée en dehors du texte, mais l'émotion a éclos après la lecture. Quand elle raconte justement cette scène du père qui tue la mère, qui ensuite la braque avec le fusil, et puis qui décide de le retourner contre lui, elle dit que la balle l'a atteinte quand même, et que c'est à ce moment-là que son cerveau a explosé, que son cœur a explosé, et que ensuite elle a dû ramasser tous les petits morceaux et se reconstruire avec cette blessure originelle. Et franchement, évidemment, on peut pas rester insensible face à une telle scène, mais alors peut-être que c'est moi qui, par autodéfense, ai tenu l'émotion à distance à ces moments-là, mais j'ai été très nourrie et de manière très satisfaisante parce que je recevais du texte en dehors de l'émotion que j'avais un petit peu mise de côté. Parce qu'après, il y a aussi, dans le texte, plus on avance, plus elle nous explique effectivement le patriarcat, qu'est-ce que c'est. Il y a des passages très drôles. Il y a un moment où elle fait une liste de toutes les réactions des hommes après MeToo. Donc il y a celui qui... De tous les profils types. Voilà, tous les profils types. Donc c'est très drôle. Ça, ce sont quand même des choses qui, pour moi, coupent un peu l'émotion à la racine, mais la laissent. Et donc, ça repousse ensuite. C'est assez intéressant. C'est de l'horticulture de l'émotion qu'elle fait. Avec au milieu de ça, aussi le rire. Évidemment. Est-ce qu'on n'est pas gêné de rire face à une histoire où, effectivement, on n'est pas sur une histoire très légère? Est-ce que, dans quel sens, comment on se sent quand on rit face à ce texte-là? Moi, j'étais pas gênée. Je suis assez peu gênée par le rire en général, mais je trouve que ça fonctionne dans son espèce de bouillon de sorcière. La sorcellerie est assez présente dans le texte. Elle-même raconte qu'elle fait des sortilèges, des choses, etc. Et je trouve qu'en fait, le rire fait partie des ingrédients. On l'accepte de manière très naturelle, et non, moi ça m'a pas gêné de rire, parce que de toute façon elle fait ça avec une maîtrise absolue qui nous déculpabilise de tout. Et ça fait partie du personnage de Chloé Delhomme. Elle est très clairement punk. En fait, on rit dans ce livre où on sourit comme on pouvait sourire à l'humour noir de Fluide Glacial, par exemple, ou de dessins, de caricatures, de choses un peu outrancières, mais en fait qui nous font rire pour la part de réel qu'elles permettent de mettre en lumière. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier, mais Pauvre folle de Chloé Delhomme est disponible aux éditions du Seuil. Chloé Delhomme que vous pouvez écouter en podcast invité du Book Club de Marie Riche sur France Culture. C'était lundi dernier, le 28 août. Autre roman de la rentrée, autre romancière, Marie Pourchet avec Western, Maria Pourchet avec Western aux éditions Stock. Cela commence à Paris, au théâtre, sur la scène, au centre et au fond, dans l'humeur et l'impatience. Le théâtre, c'est comme une mine, un volcan ou une fille. Tout se passe dans le ventre. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Alexis est un acteur connu, reconnu. Il doit monter sur scène dans quelques jours pour incarner le Don Juan de Molière. D'abord, sans trop savoir pourquoi, le comédien s'évanouit, disparaît et souhaite que ce rôle-titre soit repris par une femme. En parallèle, dans Western de Maria Pourchet aux éditions Stock, on suit la vie quotidienne semée d'embûches d'Aurore, mère célibataire qui décide donc de prendre le large avec son fils, de quitter Paris à l'annonce de la mort de sa mère. Aurore qui se réfugie dans la maison du Quercy dont elle vient d'hériter. Et c'est dans cette maison que les deux personnages se rencontrent. On commence par l'histoire. Antoine Léris, est-ce qu'elle vous convainc, ce début d'histoire? Alors là, vous êtes dur avec moi parce que c'est la partie qui m'a pas convaincu. En revanche, je voudrais quand même dire... Pourquoi Attendez, pourquoi avant? Non, parce qu'en fait, vous voyez la présentation que vous en avez faite, vous auriez pu ajouter la petite phrase « comme par hasard ». C'est-à-dire, en gros, c'est que, en fait, si vous faisiez... Je vous la laissais, cette phrase. Si vous faisiez un QCM de quels sont les sujets qu'il faut aborder pour faire un bon livre en 2023, Maria Pourchet coche toutes les cases. Donc, on a la famille monoparentale, on a le travail qui n'a plus de sens, donc on a l'exode citadin vers la ruralité, on a un enfant à haut potentiel, bah oui, pourquoi pas. Le télétravail. On a MeToo, donc qui concerne un acteur très connu qui devait jouer Don Juan, on a les médias, les avocats, le droit, enfin, il y a absolument tout. Et c'est le seul problème de ce roman. Parce que le reste, c'est une merveille absolue. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir. Alors, on prend un plaisir parce que Maria Pourchet, et c'est pour ça que, du coup, cette question-là me met un peu mal à l'aise. D'abord, la première chose, c'est que c'est une écriture merveilleuse, absolument magnifique. On se met sur un cheval et on part au galop, et le galop ne s'arrête pas. Et au moment où il s'arrête, ben, c'est là où, en fait, où se pose la question, quoi. Parce que donc, on a beaucoup galopé, on arrive dans un endroit, on ne sait pas trop où on est, et donc il y a deux stratégies à ce moment-là. Soit on se dit, on reprend le galop et on part n'importe où, soit on se dit, mince, faut essayer de raccrocher les wagons. Et le problème, c'est que je crois qu'elle a choisi cette deuxième stratégie. Élise Lépine, sur l'histoire, est-ce que c'est convenu d'abord, vous êtes d'accord sur ce point-là, et ensuite peut-être sur le style et l'écriture? Je serais peut-être moins dure que vous, Antoine, sur l'histoire. J'ai trouvé que c'était un roman très séduisant, très charmant, dans lequel on se plonge avec une volupté totale. Je trouve qu'effectivement il y a beaucoup d'artifices. Les artifices, il y en avait déjà dans Feu que j'avais adoré, et j'attendais énormément ce livre justement parce que j'avais adoré Feu. En 2021, chez Fayard. Chez Fayard en 2021 exactement. Et je trouve que ces artifices littéraires fonctionnent assez bien pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que oui, il y a ce petit garçon qui, en plus d'être HPI et même médium, et qui annonce un peu les morts comme dans une tragédie grecque. Donc voilà, on va savoir qui va mourir grâce à lui. Il y a Don Juan qui est une toile de fond du texte qui permet d'être une grille de lecture pour notre époque post-MeToo, donc on voit que le Don Juan existe encore. Il y a la voix de la narratrice, de l'autrice même, qui ressort, c'est-à-dire que Maria Pourchet nous parle. Ça, c'est très compliqué quand même. Ça, c'est très compliqué, mais c'est très réussi. Moi, j'avais l'impression d'être dans une séance de cinéma et de sans arrêt d'avoir un spectateur à côté, vous savez, ce spectateur qui fait des commentaires pendant tout le film. Non. Et qu'en fait, à chaque moment où la narratrice apparaît, alors en fait, non, vous savez, c'est quelqu'un qui commente le film en même temps que vous le regardez. Et vous savez, c'est cette petite musique un peu agaçante. Moi, j'ai eu vraiment ce sentiment-là. Parce que finalement, qu'est-ce que ça apporte à cette narration, les moments d'intervention, les moments où elle arrive, si ce n'est pour faire des clins d'œil au lecteur, pour lui dire... Salut, c'est moi, j'écris très bien, vous le savez, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment à la narration? Moi, je trouve que ça apporte de l'intelligence. C'est un texte qui est plein d'esprit et je trouve ça goûteux d'avoir l'esprit de l'autrice qui s'invite en tant que telle dans les pages, c'est-à-dire qu'elle nous parle et qu'elle nous dit mais nous, qu'est-ce qu'on aurait fait après tout? Est-ce qu'on fait pas tout ça, etc. Je trouve ça très intelligent. La seule chose qui m'a laissé un petit peu sur le bord de la route, moi, c'est le western. Là, j'ai j'allais vous poser la question. Quel est le rapport avec le titre? J'ai moins compris. Pendant comme il y a déjà plusieurs métaphores. Parce qu'ils vont à l'ouest de la France. Ils vont à l'ouest de la France, c'est le cow-boy, l'Indien, la sauvagerie, on se retrouve, on se rencontre, on se plaît, on s'attrape, etc. Bon, moi, ça m'a un petit peu laissé de marbre cette histoire de western. D'autant que la question du western intervient souvent ou en début ou en fin de chapitre. C'est ça. Ce qui laisse un petit peu l'impression d'un artifice. D'un ajout, oui, exactement. Pour moi, c'était l'artifice. C'est-à-dire, sans vouloir faire une métaphore sexiste ou quoi, mais ça faisait un peu mascara et rouge à lèvres. Je trouvais qu'il y avait l'Antiquité, le Don Juan. Ceinture et bretelles. Voilà, c'est ça. Bon, mais cela dit, c'est quand même aussi d'une grande intelligence. Elle a cherché son sujet, elle s'est renseignée sur le western, on sent que c'est pensé. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu laissé sur le côté, mais ça m'a pas non plus, j'ai pas trouvé ça rédhibitoire. J'entends par western un endroit de l'existence où l'on va jouer sa vie sur une décision avec ou sans désinvolture parce qu'il n'y a plus d'autre sens à l'existence que l'arbitraire.
les explications sur le West End, vous l'avez dit, elles sont disséminées dans les chapitres. Tout de même, sur les personnages, parce qu'on a ces deux personnages qui se rencontrent, et ces questionnements, effectivement, sur les relations hommes-femmes après MeToo. Est-ce qu'on peut tomber amoureuse d'un homme qui est accusé d'agression sexuelle, puisque c'est effectivement le thème de ce roman. Alors au début, elle ne le sait pas, Aurore, tout ça, mais j'ai trouvé que Feu était un livre qui était un grand livre sur le désir, la sensualité, la sexualité, pas forcément dans ce qu'elle a de joli d'ailleurs, aussi dans ce qu'elle a de cru. Tellement puissant. Tellement puissant. Et elle poursuit ça, mais en allant vers la nudité. C'est vraiment un roman dans lequel une femme se met à nu, d'abord physiquement, puisque dès leur première rencontre, il y a une sexualité qui s'installe de manière un peu abrupte. Ça, c'est très intéressant, parce que ça dit beaucoup de choses aussi sur la société et sur ce personnage d'Aurore. Et puis ensuite, le grand exercice auquel elle se livre dans le livre, c'est de se mettre à nu, de montrer sa peau de manière métaphorique, psychologique, de déshabiller son âme avec ses blessures, avec les encoches, et d'enlever un peu les nippes, les hardes que sont devenues sa psyché et ses émotions au fil d'expériences difficiles qu'elle a vécues. Et j'ai trouvé que ça, c'était très réussi. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée là-dedans. Ça m'a marqué. Pour le coup, là, l'émotion est intervenue directement. Je me suis dit, c'est ça aujourd'hui, dans un monde où on se déshabille finalement assez facilement. C'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à se mettre à nu. Et finalement, le fait que lui soit accusé d'agression, même pas d'agression sexuelle, vraiment, c'est plutôt d'être un dérapage, de manipulation, d'être un grand salaud, entre guillemets. Finalement, ça devient un petit peu satellitaire. La grande question, c'est elle. Ouais, non, mais j'admire parce que j'ai ressenti en fait exactement l'inverse, c'est-à-dire toute cette puissance, toute cette mise à nu, je l'avais dans Feu, que j'ai trouvé absolument admirable et qui est vraiment un livre qui laisse tout le monde, qui nous a choqués puissamment. Et là, j'ai l'impression qu'elle part du principe que elle avait déjà tout raconté dans Feu et que donc là en fait c'est une petite suite, c'est une petite histoire qui prendrait la suite avec ce personnage féminin. Mais j'avoue que j'ai pas du tout réussi à ressentir ça et je vous envie d'avoir ressenti ça parce que en revanche, il faut bien rappeler, cette écriture est magnifique, je l'ai lue de bout en bout et j'ai pris un plaisir de lecteur immense. Mais ça, c'est paradoxal quand même, parce que vous dites que l'écriture est merveilleuse et en même temps, vous trouvez que c'est presque dérisoire. Combien vous en avez dans la littérature française qui écrivent comme Maria Porchet ? Moi, je sais pas. Imaginez que Chloé Delhomme, donc elle est punk, elle invente un style et moi, j'ai lu après le Chloé Delhomme et j'ai trouvé le style presque classique et presque le rythme lent comparé à ce que peut faire Maria Porchet. C'est une femme qui a un talent absolument phénoménal et c'était l'extrait du tout début. Quand ça passe par le ventre, c'est sidérant. Et quand ça passe par la tête, je trouve que moi ça me laisse un peu sur ma faim. Il y a une urgence dans son écriture, elle le dit elle-même, quand je me mets à écrire, je m'installe et j'y vais, ça galope, je m'arrête pas parce qu'il y a aussi cette sorte de tension aussi de temps dans ce roman. Qu'est-ce qui va se passer, quel va être le prochain rebondissement, et on est aussi dans cette forme de huis clos très intéressant. Alors, peut-être juste un mot sur le personnage d'Alexis pour terminer. On pourrait dire qu'il était un peu caricatural, ce fameux Don Juan, cette star qui est ainsi dénoncée et dont les agissements sont dénoncés. Il y a aussi toute une symbolique autour du patriarcat. Non, elle le raconte très bien, c'est-à-dire qu'en fait, elle décrit Alexis. Alors, il y a ce huis clos de quoi tout part, qui est un peu le ventre ou le cœur du récit. Et puis, elle raconte comment, à l'extérieur de leur huis clos et de leur duo amoureux, chaleureux, leur cocon, eh bien, la société s'emballe, la machine s'emballe, et Alexis devient l'homme à abattre. Il est presque question de lynchage à la fin, c'est-à-dire que tout le monde a envie de se le faire, parce qu'il incarne le Don Juan toxique, l'homme toxique, le pervers narcissique. Et je trouve qu'elle le fait très bien avec cette écriture qui est merveilleuse. Moi, je suis absolument d'accord avec vous, Antoine. Elle écrit de manière spectaculaire et je trouve qu'elle saisit en arrivant à s'extraire de leur huis clos et en racontant, et c'est là qu'elle fait des interventions d'autrice que moi j'ai trouvé géniales. C'est-à-dire qu'elle raconte à un moment donné, les femmes qui ont été victimes de cet homme donnent des SMS à un journaliste et elle raconte en tant que romancière, donc en tant qu'elle-même, raconte ces SMS et les met en scène à l'intérieur de son texte et dit quelque chose de très puissant sur les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la société. Et je trouve qu'elle le fait d'autant mieux qu'elle nous laisse complètement libre, une fois qu'on a lu ce roman, de repenser avec nuance, avec soi-même,
ce qu'elle dit sur la société aujourd'hui. Est-ce qu'elle a tort ou est-ce qu'elle a raison de faire de vouloir lyncher comme ça des personnes? Et j'ai trouvé ça très profond. Et est-ce qu'entre le Chloé Delhomme et le Maria Pourchet, en fait, finalement, on a exactement le même thème, le même enjeu, le même sujet, mais avec des traitements qui sont opposés? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors oui, en fait, on a exactement la même thématique. Il y en a une, Maria Pourchet, qui regarde les choses, qui prend presque un point de vue surplombant, et il y a l'autre Chloé Delhomme, qui nous les raconte de manière intime, son propre conflit intérieur. Ouais. L'autofiction et la fiction, c'est la seule différence entre les deux, selon vous aussi, Élise Lépine? Moi, j'ai trouvé que les deux se complétaient très bien. En fait, on peut lire l'un et l'autre. Ça et s'exclut pas, penser ça la se même piétine chose, pas. ça s'exclut pas. Il y a plus de nuances chez Maria Pourchet. Chez Chloé Delhomme, c'est plus radical. Mais en même temps, on peut aussi le lire pour découvrir qu'est-ce que c'est que le féminisme. Moi, j'ai trouvé qu'il avait cette profondeur-là aussi. Enfin, en tout cas, ce côté pédagogique qui est absolument bienvenu dans une période où on se pose beaucoup de questions et où parfois on est un petit peu perdu. C'est vrai que l'amour est questionné en cette rentrée littéraire, notamment avec ces deux romans, Maria Pourchet, Western, c'est aux éditions Stock, et le Chloé Delhomme, donc Pauvre fille, aux éditions du Seuil. Merci. Pauvre folle, décidément, je vais pas y réussir. Pauvre folle. Merci à tous les deux d'être venus dans cette table critique des midis de culture. Élise Lépine, vous êtes journaliste littéraire, on peut vous lire dans Le Point. Et Antoine Léris, journaliste, auteur, rédacteur en chef du trimestriel Respect. Le prochain numéro est disponible le 21 septembre prochain. Sur l'hospitalité. Voilà, consacré à la notion d'hospitalité. Vous avez tout dit. Merci à tous les deux. Les deux romans sont en librairie et vous retrouvez toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture.